Il est 20 heures à Kinshasa, 1 heure de plus à Bunagana, au Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 31 octobre. Ils sont 9 membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se réunissent à Kinshasa. Les experts de pays de la CIRGL préparent les discussions des chefs d'État sur la sécurité, le genre et autres sujets stratégiques. Des échanges sont francs pour le bien de l'administration publique. Le vice-premier ministre de la fonction publique a mis sur la table tous les sujets brûlants. Ajustement de la rémunération mensuelle, retraite des agents en fin de carrière. L'intersyndicale nationale n'a rien épargné. Vous allez le suivre dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce vendredi au Caire accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakaru et Tshisekedi après sa participation à la conférence de Paris. Au Caire, le couple présidentiel est invité à l'inauguration demain, samedi 1er novembre, au Grand Musée d'Égypte. À son arrivée, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue égyptien, Fanny Kikofi. Après avoir participé à la conférence de Paris sur la paix dans les Grands Lacs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi au Caire, la capitale de la République arabe d'Égypte, pour répondre à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. À l'aéroport international du Caire, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a été accueilli par un comité restreint constitué d'autorités égyptiennes, de l'ambassadeur de la RDC au Caire, de la ministre de la Culture et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Aussitôt accueilli à l'aéroport international du Caire, le chef de l'État a pris la direction du palais présidentiel à l'Al-Ittihad pour une rencontre en tête-à-tête avec son hôte Abdel Fattah al-Sisi. Au cours de cet entretien d'une demi-heure, les deux chefs d'État ont évoqué des questions de coopération bilatérale et d'amitié historique entre leurs pays. La République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte en sont en effet liés par des accords de coopération militaire. Sous son premier mandat, le président Tshisekedi avait relancé les travaux de la commission mixte. Le président Al-Sisi a exprimé sa gratitude au président Tshisekedi pour avoir répondu à l'invitation qu'il lui avait adressée le 4 septembre de cette année afin de participer à l'inauguration ce samedi 1er novembre du Grand Musée d'Égypte. Déjà connue pour être un grand berceau archéologique, la ville du Caire est l'espace de ce week-end la capitale mondiale de la culture. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour ce grand événement au pied des pyramides de Gizeh. Présenté comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation, le Grand Musée égyptien est un projet titanesque qui incarne à la fois l'ambition culturelle de l'Égypte et les multiples défis que le pays a dû affronter pour concrétiser ce rêve. Lancé en 2002, le Grand Musée égyptien a été bien plus qu'un simple chantier muséal. C'est une entreprise pharaonique destinée à redéfinir la préservation et la mise en valeur du patrimoine antique. Et comment renforcer la réponse humanitaire et soutenir les efforts de stabilisation, notamment en République démocratique du Congo. C'est le but de ce forum international qui s'est tenu hier jeudi à Paris, en France. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a participé. Ces assises est une initiative franco-togolaise qui a réuni plusieurs chefs d'État et partenaires internationaux. Regardez. La communauté internationale au chevet de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac, c'est le cas de le dire pour la rencontre humanitaire de ce jeudi 30 octobre 2025 organisée par la France, la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé le sol de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakaru Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport,
le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. 2 temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de 2 chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en marge de la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grand Lac et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence: l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la paix, tout en présentant la situation d'intensification des violences depuis les débuts de l'année 2025 suite aux offensives menées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise dans les zones densément peuplées, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs avec des villes entières prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants, des attaques visant des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles notamment. Le chef de l'État a formulé 3 demandes, 3 offres, à savoir l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti grâce aux voies humanitaires sûres pour acheminer des soins, nourriture, eau et assistance psychologique aux populations prises au piège. Un plaidoyer pour un financement massif, rapide et traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes RDC. Ces plans demeurent sous-financés et chaque jour, ce sont des vies perdues, a souligné le chef de l'État. Enfin, la 3e demande du président de la République touche à l'alignement politique. Le chef de l'État a souhaité que chaque partenaire, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFC M23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais, a conclu le président de la République. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi assumes its de responsibilities, prendre and we les vôtres. ask that you Je do vous the remercie. same. Thank you for your attention. De retour au pays, le président de la République vient de signer une série d'ordonnances. La lecture avec Roger Kalanga, porte-parole adjoint du président de la République. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir, madame. Ordonnance numéro 25/277 du 28 octobre 2025 portant mise à la retraite d'un procureur général près la Cour des comptes, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 178, 179 et 221. Vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018
portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/071 du 27 juin 2022 portant nomination d'un procureur général près la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, attendu qu'il ressort de son dossier personnel que le magistrat concerné a atteint l'âge de 70 ans, qu'il échait de le mettre à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et l'éméritat, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale a entendu en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est mise à la retraite au grade de procureur général près la Cour des comptes, avec bénéfice de l'honorariat et l'éméritat, M. Toudiéché Kabuta Kapwa Kabuta Kajika Salomon. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 octobre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/276 du 28 octobre 2025 portant mise à la retraite des présidents des chambres à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/072 du 27 juin 2022 portant nomination des présidents des chambres à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, attendu qu'il ressort de leur dossier personnel que les magistrats concernés ont atteint l'âge de 70 ans, qu'il échait de les mettre à la retraite avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat. Sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale, entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont mises à la retraite au grade de président des chambres à la Cour des comptes, avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat, les personnes ci-après. Messieurs Moubiaï Kabantou Alphonse, Messieurs Mboyo Impal et Monzoy Emmanuel. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/277 du 28 octobre 2025 portant nomination d'un président de chambre à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/073 du 27 juin 2022 portant nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, vu le dossier personnel de l'intéressé, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est nommé président de chambre à la Cour des comptes, M. Takamba Kimbodi Rigo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole. Ordonnance numéro 25/278 du 28 octobre 2025 portant nomination d'un conseiller maître à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79, 178, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 266, 281 et 282, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 22/074 du 27 juin 2022 portant nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes, considérant les résolutions prises par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, réunie en session extraordinaire du 7 au 11 octobre 2024, vu le dossier personnel de l'intéressé sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale entendue en son avis, vu la nécessité et l'urgence. Article 1er. Est nommé conseiller maître à la Cour des comptes, M. Bongonza Basaka Richard. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/279 du 28 octobre 2025 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds forestier national en cycle FFN. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ses articles 69, 79 et 81. Vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement,
ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 25/0247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics des établissements publics. Vu le décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national à abrégé FFN, spécialement ses articles 9, 10 et 19, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds forestier national en abrégé FFN les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Messieurs Kuta Mwanakuta Rigobert, Messieurs Mbuyamba Chimanga Dominique, Madame Mishika Chichima Nadine, Messieurs Ndombi Wakawisa Richard, Madame Basaki Yenga Élisée. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Messieurs Kutamwana Kutari Gobert, président du conseil d'administration. Monsieur Mbuyamba Chimanga Dominique, directeur général. Monsieur Hassani Ongala Hassan, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres de l'Environnement, Développement durable, Nouvelle économie du climat est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/280 du 28 octobre 2025 portant nomination d'un procureur près la Cour des comptes, le président de la République, via la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 179 et 221, vu la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement ses articles 3, 8, 11, 17, 290 et 292, vu l'ordonnance numéro 18/017 du 13 mars 2018 portant nomination des avocats généraux près la Cour des comptes, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, l'Assemblée nationale a entendu en son avis, ordonne. Article 1er. Est nommé procureur général près la Cour des comptes, M. Chipata Mulumbagi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant
autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Exposé des motifs. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore rétablie, on sait que la situation sécuritaire dans la partie est du pays demeure préoccupante. Il est d'une impérieuse nécessité de permettre aux forces de défense et de sécurité de la République de poursuivre sans désemparer les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent certaines parties du territoire national et d'autoriser, par voie de conséquence, la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 novembre 2025, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en Belgique, le 30 octobre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 25/282 du 30 octobre 2025, portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/052 du 30 octobre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo en son article 1er, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022
du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus. Ordonne, article 1er, est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 3 novembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, le 30 octobre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 octobre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout, madame. Merci beaucoup, M. Roger, pour ce journal. Kinshasa accueille ce vendredi l'ouverture des travaux du 9e sommet des pays membres de la CIRGL en prélude de la conférence des chefs d'État prévue le 13 novembre prochain. Au programme de cette rencontre technique, discussion sur le genre, la sécurité et d'autres sujets stratégiques pour la région. Chimène Dondo. Kinshasa abrite ce vendredi 31 octobre les travaux préparatoires du 9e sommet de la CIRGL à travers la réunion du comité d'audit de l'organisation. Cette rencontre technique marque le lancement officiel d'une série de réunions qui s'étendront jusqu'au 13 novembre en prélude du sommet de chefs d'État et de gouvernement sur la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prévue le 15 novembre. Les femmes sont très impliquées dans la consolidation de la paix en RDC, mais précisément à l'est de notre pays. Alors, elles sont impliquées au niveau de la médiatisation, au niveau de la mobilisation aussi, de la non-violence. Ce que la RDC attend de ce secrétariat, c'est qu'il puisse être une plateforme qui pourrait permettre l'avancée des femmes par rapport à la résolution, mais aussi qui puisse aider à emmener la voix des femmes au niveau où les femmes ne sont pas assez écoutées, je dirais. Placé sous l'organisation conjointe du ministère de l'intégration régionale et du secrétariat exécutif de la CIRGL, le rôle du comité d'audit est de superviser l'application du système de certification des minéraux et d'en vérifier la conformité dans la région des Grands Lacs. À l'Assemblée nationale, validation des pouvoirs de 6 suppléants qui vont désormais siéger comme députés nationaux à la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de la plénière présidée par l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaye. Les détails avec Blaise Bokou-Kassanza. Les députés nationaux ont d'abord examiné et adopté le projet de loi portant autorisation, prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu et l'Ituri en seconde lecture, ce après le Sénat. Sur 345 députés présents,
34 ont voté pour, 10 contre et 1 abstention. Ces opérations de vote sont intervenues après avoir déclaré recevable ce projet de loi dont la lecture a été faite article par article par le rapporteur Jack Njoli de l'Assemblée nationale. C'était également l'occasion pour l'Assemblée plénière de procéder à la validation du rapport de la Commission politique, administrative et judiciaire, rapport relatif à la vérification et validation de pouvoir des 6 suppléants. Il s'agit de Mozitu Kenda Rondal, Mulolo Mwamadava Ben, Kitenge Mayaba Papi Ngoyi Mounia Eric, Ngalamulume Mwayi Hippolyte et Kotongo Sebolo Cyril. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la Commission politique, administrative et juridique relatif à la vérification des pouvoirs des suppléants. Désormais, ces 6 suppléants validés siégeront en qualité de députés nationaux. Au départ, la commission PAJ avait enregistré 7 candidats, dont 6 validés et 1 recalé par manque de pièces. Une plénière qui a vu plusieurs élus nationaux prendre la parole pour formuler des motions d'information relatives aux préoccupations rencontrées dans les différentes circonscriptions électorales par les populations locales. En politique, l'Union pour les valeurs tshisekédistes dirigée par José Kalalawa Kalala apporte son soutien à la candidature d'Aimé Boji Sangara au poste du président de l'Assemblée nationale. Anita Luamboa et José Dimonekene. Cadres et membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, remercions la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur la personne de l'honorable Aimé Boji Sangara Bamaniouroué en l'investissant candidat commun de la majorité parlementaire au perchoir de la Chambre basse du Parlement. UVT soutient la candidature de l'honorable Aimé Boji Sangara. Elle est convaincue que ce dernier remplit toutes les conditions requises pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale en matérialisant la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. UVT croit fermement que les aptitudes intellectuelles de l'honorable Aimé Boji, ses compétences avérées, son patriotisme, sa longue expérience acquise au service de la nation et sa loyauté envers le chef de l'État sont des atouts majeurs grâce auxquels il conduira avec succès l'Assemblée nationale. UVT appelle ses députés nationaux et ceux d'autres formations politiques à un vote massif en faveur du candidat commun de la majorité parlementaire. La bataille pour la présidence de la Chambre basse du Parlement prend un nouveau tournant ce vendredi. Le mouvement AFDCA, cher au deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati, apporte officiellement son soutien à la candidature d'Aimé Boji Sangara, candidat unique de l'Union sacrée de la Nation. Course au perchoir à l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara reçoit un soutien de taille, celui du regroupement politique AFDCA, deuxième force politique de l'Union sacrée de la Nation. Attristé par les conséquences de la guerre à l'est du pays, ayant causé des millions de morts innocentes, déplacements massifs des populations qui se poursuivent quotidiennement, la destruction du tissu économique et environnemental, le ravissement des biens et propriétés des privés, le retardement de l'enseignement et de l'éducation des enfants et des jeunes, l'insécurité permanente dans la partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous occupation du Rwanda et le concours de l'AFC BAR M23. Considérant l'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda et le concours de l'AFC BAR M23, face au risque de l'enlisement et de balkanisation de la RDC, nous exigeons la stricte
et urgente application de la résolution 2773 du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'agissant du remplacement de 2 membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, nous apportons notre soutien à la candidature de l'honorable Aimé Poji Sangara Bamani Ray et demandons à tous nos députés nationaux ainsi qu'à tous les autres députés de l'Union sacrée de la nation de voter massivement pour ce digne fils du pays en vue d'accompagner les autres institutions et en particulier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par son œuvre de pacification et de la bonne gouvernance du pays. Les élus AFDC à tous les niveaux et les chefs des partis sociétaires de la FDCA ont également saisi cette occasion pour exiger la stricte et urgente application de la résolution 2773 datée du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC. Nous défions autre chose à présent. Entre cohésion féminine et mémoire nationale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a partagé un moment fort avec les femmes leaders avant de visiter l'exposition Mobutu, une vie, un destin, consacrée à une page marquant de l'histoire politique congolaise. Emmanuela Commissaire et Pompoumba. Elles se sont réunies, femmes du gouvernement, des institutions publiques et de la société civile, tout engagées dans un même élan de solidarité et de transformation. C'était lors de la grande rencontre de solidarité organisée au Centre culturel de l'Institut national des arts INA, sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a lancé un message fort. Ce rassemblement n'est pas simplement une rencontre. C'est une lueur d'espoir, un appel à l'unité pour transformer nos aspirations en actions concrètes. Il est le lieu même où la solidarité féminine peut s'incarner pour construire un avenir égalitaire. Car, quelle que soit leur position dans la société, la solidarité entre femmes est la clé pour ouvrir les portes d'un changement véritable. À l'heure où le monde commémore les 25 ans de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la représentation féminine au sein du gouvernement est passée de 27% en 2021 à 32% en 2025, un progrès salué comme le signe d'une détermination nationale à promouvoir l'égalité et l'inclusion. Peu après, la chef du gouvernement s'est rendue au musée national, où elle a visité l'exposition Mobutu Sese Seko, une vie, un destin, guidée par Mobutu Nzanga, fils du maréchal. Une visite placée sous les signes du devoir de mémoire et de la transmission historique. C'est important de pouvoir parcourir l'histoire, parce qu'on voit ce qu'il a donné pour le pays. Le plus important, c'est de retenir ce qui est positif et comment on peut tirer des leçons pour notre pays aujourd'hui et demain. On parle de souveraineté, on parle d'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes en guerre à l'Est, où notre pays est agressé. Et je pense que la vie du président Mobutu, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut penser, a toujours été cette question d'unité nationale, cette question d'intégrité, de souveraineté. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. C'est quelque chose d'important à retenir. Entre cohésion féminine et héritage national, cette journée a apporté un message unique: transmettre, unir et faire grandir le Congo. Des invités de marque à la RTNC, les femmes mandataires sont venues pour participer à la 9e réunion du réseau à la Cité de la Voix du Peuple. Après cette rencontre, elles ont effectué une visite guidée aux installations de la chaîne nationale sous la conduite de la directrice générale Sylvie Lingué-Niembo, une visite sanctionnée par une photo des familles, des mandataires et des journalistes de la RTNC. Nadine Yangou et Siondé Emaka.
Cette visite a débuté au bâtiment de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA pour passer au studio Maman Ngebi et les studios JT Kasangana Mbengu. Les femmes mandataires ont apprécié les travaux de Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengenyembo. Nous avons suggéré que depuis un moment, nous organiserons nos réunions au sein des différentes structures que dirige chacune des femmes mandataires qui sont membres de ce réseau des femmes mandataires. Alors aujourd'hui, nous avons été reçus par la DG Sylvie Elengue ici à la RTNC, histoire de connaître aussi et de comprendre le travail qu'elle fait, quel est l'objectif de sa structure, quelle est la mission et quels sont les efforts qu'elle fournit, quels sont les différents défis qu'elle a à relever. Raison pour laquelle nous avons effectué cette visite afin de pouvoir palper du doigt effectivement c'est quoi la RTNC et quel est le rôle de la RTNC. Passionné par le travail que fait Madame Sylvie Elengue parce que nous sommes bien conscientes que c'est une grande chaîne et qu'il y a eu beaucoup de choses à faire à son arrivée. Mais là, nous constatons que la RTNC est en train de prendre vraiment une belle allure et nous continuons à l'encourager à continuer sur cette voie. Et nous sommes convaincus qu'avec le soutien des femmes que nous sommes aussi, nous allons l'aider, l'accompagner. Veuillez nous excuser pour ces petits couacs techniques. Prenons cette nouvelle, parlons de cette démarche de l'Institut des musées nationaux qui s'inscrit dans la droite ligne de la mise en conformité et de la bonne gestion du patrimoine public national placé sous sa responsabilité. L'Institut, par le truchement de sa direction générale, tire l'attention de tous les détenants ou exploitants des antennes de communication, de relais ou de radio installées sur le site de l'échangeur de l'IMT qu'ils sont tenus de se présenter à la direction générale de l'IMNC, 4423 boulevard Triomphal, commune de Lingwala, pour identification et régularisation. Le directeur général Simon Siala compte sur leur sens civique et le respect de la réglementation de chacun. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. Où en est-on avec la situation des agents non payés, la retraite du personnel de l'État, arrivée fin carrière, l'ajoute sur la rémunération mensuelle, autant de sujets au cœur des échanges entre le VPM, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, et la délégation de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Manouma. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec 60 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle sur les principales préoccupations des agents publics de l'État. Parmi les sujets abordés, la situation des agents non payés, les indemnités de fin de carrière, ainsi que l'ajout de 50 000 francs congolais promis par le gouvernement sur les salaires depuis octobre 2024. Les syndicats ont salué l'engagement personnel du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, tout en louant les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Nous avons abordé la question des 50 000 francs congolais, qui est l'engagement que le gouvernement avait pris quand nous étions à Bibois, qui devraient être payés depuis le mois d'octobre 2024, mais qui n'est pas payé jusqu'à ces jours. Et le VPM nous a expliqué qu'il y a eu des difficultés parce qu'il y a un bruit à courir, comme quoi on a instruit à la DIRPEI de reconduire la paye de T3. Et le VPM nous a expliqué que c'était au regard de certaines difficultés que le gouvernement avait. Mais après réflexion, ministre du budget, ministre des finances et la première ministre, ils sont tombés d'accord qu'on donne 25 000 francs congolais parce qu'on devrait intégrer également les nouveaux magistrats et les professeurs d'université qui attendaient aussi quelque chose. Aux agents, nous leur disons que les 25 000 autres restants, on va nous les payer soit au T1, soit au TD de l'année 2026. Nous avons chuté en beauté, tout s'est bien passé. C'est une habitude que nous avons de réfléchir avec le vice-premier ministre sur les devenirs de la fonction publique, sur les devenirs de l'administration publique et sur les devenirs du fonctionnaire. Un dialogue franc dans la continuité des réformes engagées pour une fonction publique plus juste et plus humaine.
Et à la suite de sa mission dans les provinces de la Mongala et Sud-Ubangui, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba a échangé hier avec le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire Mohindo Nzangi. Les échanges ont gravité autour des enjeux de l'économie agricole en République démocratique du Congo-Rwanda. Deux membres du gouvernement central, soucieux de voir la vision du chef de l'État prendre corps, celle de la revanche du sol sur les sous-sols, se retrouvent autour d'une table, chacun aux côtés de son équipe pour réfléchir comment redynamiser cette chaîne de valeur et ainsi garantir la sécurité alimentaire des Congolais. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba a présenté à son collègue, le ministre de l'Agriculture, les réalités récoltées sur le terrain lors de sa tournée économique en province en rapport avec ses ministères. Pour l'économiste national, il est impérieux pour le gouvernement de faire revivre les entreprises agricoles dormantes pour booster l'économie du pays. Saisissant la balle au bon, le ministre d'État de l'Agriculture, Mohindo Nzangi, a salué l'appui du vice-premier ministre dans son secteur en conciliant le travail de son équipe à celui de l'équipe du VPM de l'économie. Les deux ministres se sont convenus de mettre en place une équipe conjointe de deux ministères pour une étude de faisabilité, comme le témoigne Mohindo Nzangi. Le vice-premier ministre veut absolument, au-delà des promesses, que nous puissions produire des résultats. Pour accroître l'offre nationale des produits alimentaires, c'est très important. On est venu discuter sur ce qui a déjà été fait et ce que nous pouvons faire très rapidement avec les moyens de bord que nous avons pour faire quelques projets d'urgence. Pour Mokoko Samba, ce travail doit produire un document exécutif qui sera mis sur la table de deux ministres dans 48 heures. Après les années des beaux et loyaux services rendus à la nation, plusieurs retraités ont été honorés, leurs efforts récompensés par la remise de cadeaux, un geste symbolique destiné aussi à inspirer et éveiller la conscience des jeunes travailleurs. Angèle Mabialandou et Elie Tomba. C'est devenu aussi rare que surprenant alors que la retraite honorable est un droit. Dans les entreprises publiques, c'est devenu un luxe que tous ne peuvent pas se permettre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était déplacé il y a quelques mois à l'ONATRA pour le départ à la retraite des agents éligibles. Le ministre du portefeuille l'a fait il y a peu à la RVA. Une volonté politique affichée au plus haut niveau que toutes les autres entreprises doivent suivre. À la Société nationale de loterie, on s'est rangé derrière le chef de l'État en envoyant à la retraite une centaine d'agents, avec chacun selon son grade. Le premier lot concerne 17 personnes. C'est le couronnement d'une carrière professionnelle exemplaire. Ces agents et cadres qui ont rendu de beaux et loyaux services à l'État congolais se sont vus octroyer des congélateurs, des pagnes et une enveloppe consistante par Madame le directeur général. Pour Claude Solange Chibaka, c'était un moment de joie et de reconnaissance envers ceux qui ont œuvré pour l'épanouissement de cette entreprise de l'État. Nous sommes fiers de vous pour tous les services que vous avez rendus à la Sonal SA. Vous avez passé toute votre vie, depuis votre jeunesse jusqu'à ce jour. Le moment est venu de prendre votre retraite méritée et d'être récompensé conformément aux textes réglementaires en vigueur dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est avec une émotion toute particulière que je me tiens devant vous pour célébrer cette étape importante de vos vies professionnelles, chers retraités. Bénéficiant ainsi de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de refonder la Sonal. Une action saluée par le bourgmestre de la commune de Kalamou. Une expression de gratitude et de fierté pour les bénéficiaires. J'ai œuvré pendant 35 ans dans la société Sonal comme gardien. Ma joie est d'être bénéficiaire des avantages des services et ma retraite. J'exhorte mes collègues à avoir confiance et à continuer à travailler pour l'avancement de cette société. Cette retraite honorable fait de ses bénéficiaires de référence dans leurs domaines respectifs et des modèles dans un environnement professionnel.
Et dans la logique de ces missions de contrôle et de stabilisation, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, s'est rendu à la société PPC Barnett à Kimpese dans la province du Congo central. Les détails avec Joël Makiela. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, lors de sa mission de contrôle dans la province du Congo central, s'est rendu à la société PPC Barnett, spécialisée dans la production du ciment. Sur place, il a été reçu par André Molonga, directeur du siège de PPC Barnett. Les échanges entre les deux responsables, avec la participation de leurs collaborateurs respectifs, ont été portés sur le respect de la loi sur la sous-traitance et sur les actions de cette entreprise en faveur de la promotion du contenu local. À l'issue de cette séance de travail, le directeur général de l'ARSP a effectué une visite guidée des installations de l'usine afin de s'enquérir du fonctionnement de la chaîne de production et d'évaluer le niveau d'intégration des entreprises congolaises dans les activités de PPC Barnett. Nous sommes venus voir qui sont ceux-là qui gagnent des marchés de sous-traitance dans cette chaîne de valeur de la production des ciments et voir comment ouvrir et créer des opportunités aux entreprises éligibles à la sous-traitance. Et nous appelons la population congolaise à faire confiance au président de la République, chef de l'État, qui est en train de poser des jalons solides aujourd'hui et pour l'avenir de l'entrepreneuriat dans notre pays. Cette visite s'inscrit dans la poursuite de la mission de contrôle et de sensibilisation à grande échelle initiée par le directeur général Miguel Cachal Katembe en vue d'assurer la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance et de renforcer la participation des opérateurs économiques congolais dans le secteur privé pour étendre davantage la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la création de la classe moyenne congolaise. Le géant minier chinois Zijin Mining ambitionne de renforcer ses investissements en RDC à travers ses filiales locales. Dans cette dynamique, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, effectue actuellement une mission de travail en Chine où il a visité les installations stratégiques de l'entreprise. Regardez. En visite officielle en Chine, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a effectué une visite de terrain chez Zijin Mining Group, l'un des 3 plus grands groupes miniers au monde. Invité par le géant chinois, le ministre était accompagné du président du conseil d'administration de la cominière, des membres de son cabinet et des représentants diplomatiques de la RDC en Chine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération minière entre la République démocratique du Congo et ses partenaires stratégiques pour une meilleure transformation locale des ressources nationales. Déjà présentes en RDC à travers les projets de Kamoa, Kakula, Comus et Manono en partenariat avec la cominière, Zijin Mining a réaffirmé son engagement à investir davantage dans les infrastructures, le transport et la transformation locale des minerais sur le sol congolais. Le ministre a salué cette volonté qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre sous le leadership de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. À titre d'exemple, la collaboration entre Zijin Mining et la cominière a permis la remise en service de la centrale hydroélectrique de Mpiana Mwanga grâce à un investissement de plus de 80 millions de dollars américains. Cette visite marque une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat sino-congolais pour une exploitation responsable et bénéfique des ressources naturelles. Le 31 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'épargne, une belle occasion de rappeler que chaque franc, chaque dollar mis de côté est un pas vers la sécurité financière et la réalisation des projets personnels ou familiaux. À Kinshasa et à Lubumbashi, les institutions financières ont profité de cette occasion pour sensibiliser les populations à l'importance de l'épargne. Odilon Kayuma. 31 octobre 2025, célébration de la Journée internationale de l'épargne digitale. En cette phase des nouvelles technologies de l'information, cette date
a permis aux institutions financières de la RDC d'approcher les populations de Kinshasa et de Lubumbashi, histoire d'attirer leur attention sur l'effet bénéfique d'épargner de l'argent dans la vie courante. Si nous avons voulu vulgariser le thème l'épargne digitale, c'est parce que la digitalisation sera un puissant levier d'accélération de l'inclusion financière. À cette célébration de la Journée internationale d'épargne, ces experts en finance ont mis l'accent sur l'appropriation par la population des divers services financiers offerts par leurs établissements financiers, entre autres l'octroi des crédits et l'assurance santé. La digitalisation permet à des populations qui vivent dans les milieux reculés où il n'y a pas d'agence physique d'institution de pouvoir épargner ou de pouvoir même contacter des crédits et de pouvoir même faire leur transfert des fonds. Avec juste 1000 francs, ils peuvent ouvrir un compte et avoir accès à nos différents produits, notamment l'application digitale, pour vraiment avoir cette accessibilité-là directe à leur compte et faire différentes transactions. Face au faible taux de bancarisation auquel est confrontée la RDC, les institutions financières ont la lourde tâche, celle d'éduquer la population congolaise afin que celle-ci cultive l'esprit d'épargne digitale pour un avenir meilleur et sécurisé. Les coordonnateurs de plusieurs instituts supérieurs et universitaires de Kinshasa se sont rendus hier jeudi à l'ambassade des États-Unis pour déposer un mémorandum de plaidoyer et de soutien. Ils saluent l'accord direct RDC-USA. Redépendant. Les étudiants congolais ont compris que ce sont les grandes puissances qui peuvent faire taire les armes à l'instar des États-Unis d'Amérique pour une véritable paix en RDC. L'initiative du président américain Donald Trump pour un partenariat économique avec la RDC en plus des accords politiques et diplomatiques de Washington et Doha serait la solution face à l'instabilité dans la partie est du pays. Les coordonnateurs des différents instituts supérieurs et universitaires de Kinshasa sont allés le jeudi 30 octobre 2025 à l'ambassade des États-Unis d'Amérique déposer un mémorandum de plaidoyer et de soutien à l'accord direct entre la RDC et les USA qui procure beaucoup d'avantages à la jeunesse congolaise avec la création des emplois qui est le rêve des étudiants après la formation. Au nom de tous les coordonnateurs des étudiants de chaque université, Béni Kibala, président des étudiants de la Haute École de Commerce ex-IEC Gombe, a lu ces mémos. Excellence, Madame l'ambassadrice, c'est avec honneur et enthousiasme que nous, coordonnateurs et présidents des étudiants des universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa, transmettons nos amitiés sincères au peuple américain et tout particulièrement à la communauté étudiantine des États-Unis. Nous sommes attentifs à l'évolution du projet de partenariat stratégique à conclure entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Des investissements américains dans les infrastructures, dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, contribuerait non seulement à résoudre le problème d'insécurité, mais aussi à s'attaquer aux causes profondes, notamment la précarité et la pauvreté. En outre, ces investissements sont synonymes de création d'emplois, en particulier pour nous, étudiants, qui seront bientôt appelés à intégrer le marché du travail. Pour ces étudiants, tous les Congolais ont intérêt de soutenir cette démarche de partenariat direct entre la RDC et les USA pour la fin de la guerre et garantir le développement du pays. Parlons à présent de la reprise des activités académiques à l'université de Lubumbashi, Nulu. Et c'est le recteur de cet alma mater, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba-Fitula, qui en a donné le goût. Regardez. Pendant 2 jours, l'université de Lubumbashi a démarré les activités de l'année académique 2025-2026 par le séminaire de pédagogie universitaire destiné au personnel académique de l'espace Grand Katanga sous les thèmes pédagogie universitaire et la recherche à l'ère de l'intelligence artificielle. L'objectif de ces assises est de permettre au corps académique de s'approprier l'intelligence artificielle comme outil pédagogique car elle est devenue incontournable dans la recherche scientifique. Les éminents professeurs ont recommandé de rester en veille et aussi d'éviter la facilité de l'intelligence artificielle pouvant conduire à la somnolence cognitive. Prenant la parole, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba-Fitula, a placé d'emblée l'année académique 2025-2026 sous les signes de l'innovation. Cette formation soit une plage et un plateau
de pertinentes interrogations, de remise en question, de contextualisation de l'usage numérique de l'IA dans la pédagogie universitaire d'aujourd'hui pour demain. Ceci sonne l'ère de la nécessité d'intégrer l'IA aux formations créatives comme un processus pour se projeter vers l'avenir du geste créatif dans un monde assisté par la machine. Signalons que les travaux de ces séminaires pédagogiques ont été marqués par la présence de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en séjour à Lubumbashi, dont les cadres des préparatifs de l'arrivée imminente du chef de l'État attendu à l'université de Lubumbashi pour y recevoir les insignes de grands chanceliers des universités congolaises. Donc ce séminaire pédagogique vient combler un peu ce déficit qu'il peut y avoir dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour d'abord nous mettre à niveau, mais aussi améliorer la manière dont nous faisons nos prestations. D'un point de vue de la recherche, à nouveau, les étudiants utilisent de plus en plus cet outil, souvent abusivement. Alors ce séminaire vient à nouveau combler ce déficit de qualité que nous remarquons. Donc nous, enseignants, nous allons sortir d'ici avec un bagage renforcé. Nous allons acquérir des outils pour mieux utiliser l'intelligence artificielle, pour mieux encadrer nos étudiants aussi dans le domaine de la recherche. Votre instant de vérification des faits, nous recevons ce soir Diane Balaka. Bonsoir Diane. Bonsoir Sandra. Ce dernier jour, une information virale circule sur les réseaux sociaux faisant état de la ministre de la Jeunesse, Amy Coutinho, qui aurait envoyé 250 000 jeunes Congolais aux États-Unis d'Amérique pour une formation au digital. Qu'en est-il exactement, Diane? Oui, Sandra, sur plusieurs pages Facebook et groupes WhatsApp, des publications prétendent que le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, enverra 250 000 jeunes Congolais s'est formé dans le domaine du numérique aux États-Unis d'Amérique. Une nouvelle qui a suscité beaucoup d'espoir parmi la jeunesse. Mais après vérification, la ministre Grace Amy Coutinho dément formellement cette information. Aucune annonce officielle n'a été faite ni par le ministère ni par l'ambassade américaine à Kinshasa. Selon les cabinets de la ministre, il s'agit d'une fausse information qui ne repose sur aucun programme réel du gouvernement. L'innovation du journal de la Radio-Télévision nationale congolaise de fact-checking. Nous traquons les rumeurs pour vous et remettons les faits à leur place. Et justement, nous avons remis les faits à leur place. Alors, cette rumeur qui a suscité beaucoup d'espoir chez les jeunes était complètement infondée. Merci Diane Balaka. Merci Sandra Nyangé. Renforcer le capital humain pour une transition juste en République démocratique du Congo, c'est le thème au cœur de la 6e édition du forum Ketobatu. Lancé ce jour à Kinshasa, ces assises réunissent décideurs, experts et jeunes leaders autour des enjeux liés à la transition écologique, économique et sociale du pays. Mirendeki. Des décideurs politiques, diplomates, bailleurs, dirigeants d'entreprises et experts ensemble pendant 2 jours autour d'une réflexion sur les conditions d'un développement inclusif et durable où la transition verte s'accompagne d'équité sociale et de renforcement des compétences locales. Tenues avec l'appui de l'ambassade de la Suède en RDC, les assises dénommées Kelobantu se tiennent autour du thème « Renforcer le capital humain pour une transition juste en RDC ». Cette 6e édition du forum Kelobantu est consacrée à 5 années de dialogue, de recherche et d'action autour du capital humain en RDC. Proposons un programme ambitieux que nous espérons va pouvoir impacter positivement le développement du pays. Il y a 4 piliers qui sont proposés. Un projet d'académie minière, il y a un projet qui touche les médias, un projet qui touche la diaspora et un projet qui touche le leadership féminin. Forum marqué également par la présentation de projets phares, fruits de 5 années d'échanges et d'initiatives au sein de Kelobantu avec une reconnaissance de mérite. Pour cette 6e édition, Kelobantu réaffirme son ambition, celle de passer du dialogue à l'action en plaçant le capital humain au cœur d'une transition juste et durable en RDC. Il sied de noter que ces sessions pratiques et interactives visent à outiller les leaders et décideurs pour relever les défis émergents liés à la transition écologique, économique et sociale de la RDC.
L'inspection générale des finances s'apprête à lancer une mission de contrôle portant sur le dernier trimestre 2025 au sein des entreprises publiques. Le chef de service Christophe Bitasimoa a fait cette annonce hier jeudi lors d'une réunion avec l'Association nationale des établissements et entreprises du portefeuille. Regardez. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitasimoa Bailly. La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitasimoa, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas. Pour les mandataires publics, ces cadres d'échange leur permettent de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Souminois concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur les terrains. La RDC mise sur l'expertise angolaise pour révolutionner ses infrastructures routières. En visite à Luanda, le ministre des ITPR, John Banza, a signé plusieurs accords stratégiques visant à moderniser les routes, garantir leur durabilité et renforcer les projets transfrontaliers. Rikabamba. Des retours du forum sur le financement des infrastructures à Luanda, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a présenté une vision ambitieuse, mettre fin aux routes éphémères et bâtir des ouvrages conçus pour durer jusqu'à 50 ans à l'image du modèle angolais. Selon lui, l'Angola, voisin de plus de 2500 km, offre un exemple de réussite dans la reconstruction post-conflit. L'Angola, qui a connu la guerre pendant près de 30 ans, est en train de faire un pas de géant dans le domaine des infrastructures. Il n'est pas mauvais de s'inspirer des bons exemples et puis d'améliorer notre stratégie, notre approche. Sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre entend réformer les normes des constructions routières pour garantir la durabilité et la qualité des ouvrages publics. Deux partenariats stratégiques sont déjà en cours. Plusieurs investisseurs angolais, acteurs majeurs du développement d'infrastructures, sont attendus à Kinshasa de la semaine prochaine pour collaborer sur de nouveaux projets transfrontaliers, notamment Mbanzangungu, Kipangulu, Kananga, Kalambambouji et Dembo, frontières angolaises. J'ai eu le bonheur d'échanger avec les acteurs qui ont révolutionné les infrastructures en Angola. D'ici la semaine prochaine, ces investisseurs viendront ici, chez nous, très satisfaits de cette immersion, de voir comment les autres sont en train de faire. Mais nous croyons, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, nous allons faire mieux. Avec cette nouvelle dynamique, la RDC veut passer des routes précaires à des infrastructures d'excellence capables de relier durablement le pays à l'ensemble du continent africain. Revenons au pays, à la phase primature du budget où Adolphe Muzito a reçu une délégation du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa. Les échanges ont gravité autour du budget 2026 et ont abordé des réformes à moyen terme déjà mises en œuvre en République démocratique du Congo lors d'une réunion hautement technique. Anita Luambwa et Chikobi Ponda. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu une délégation du Fonds monétaire international conduite par Calixte Aopoxy, chef de mission pour la RDC. Les échanges ont porté principalement sur le budget 2026 et les réformes à moyen terme mises en œuvre par le gouvernement congolais.
Donc les discussions se sont portées sur les recettes, les efforts qui sont prévus, les mesures de collecte de recettes en 2025 et 2026 qui sous-tendent le budget. Nous avons également parlé des dépenses pour voir comment améliorer la qualité du contrôle des dépenses pour que le budget tienne dans un certain équilibre. Et à la fin de la mission, on pourra faire une évaluation. Mais les discussions se passent dans une ambiance cordiale. Les discussions se poursuivent au niveau de la vice-primature du budget, du ministère des Finances et des autres ministères concernés. La délégation du FMI prévoit d'effectuer une évaluation technique dans le cadre du programme en cours entre la RDC et l'institution de Bretton Woods. L'enjeu de cette mission est d'aboutir à une convergence de vues entre le gouvernement congolais et le FMI à travers le respect des engagements pris par Kinshasa dans le cadre du programme en cours. Et les femmes leaders quinoises étaient à l'Assemblée provinciale pour dénoncer avec la dernière énergie l'absence totale d'une représentante féminine dans le gouvernement provincial du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Alain Bikaï. Le ton est monté ce jeudi 30 octobre devant les sièges de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs femmes leaders réunies au sein du collectif des femmes quinoises acquises au changement ont dénoncé la composition du nouveau gouvernement provincial dirigé par Daniel Bumba Lubaki, totalement dépourvu des représentantes féminines. Dans un mémorandum lu devant la presse, ces femmes estiment que ce gouvernement est anticonstitutionnel et viole l'article 14 de la Constitution ainsi que la loi sur la mise en œuvre de la parité. Elle rappelle que la parité n'est pas une faveur, mais une exigence légale. Toute gouvernance excluant les femmes est illégitime et discriminatoire. Les manifestantes ont été reçues par le président de l'Assemblée provinciale, Lévin Bouta, qui a promis d'examiner la question d'urgence et de la soumettre à la plénière. L'État congolais s'est engagé sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, à promouvoir une gouvernance inclusive à tous les niveaux. En agissant à l'encontre de cette vision, le gouvernement provincial de Kinshasa tourne le dos non seulement à la loi, mais aussi à la volonté politique du chef de l'État de construire un Congo équitable, respectueux des droits des femmes. Pour rappel, le 15 octobre dernier, le gouverneur Daniel Bumba avait remanié son équipe, écartant Yvette Mbokulenfouka, unique femme du précédent gouvernement. Un acte que les militantes qualifient de recul grave dans la lutte pour l'égalité des genres et de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. 63 ans déjà depuis que la République de l'Ouganda a accédé à son indépendance. L'événement a été célébré avec faste en République démocratique du Congo à Kinshasa. Tous les ressortissants ougandais vivant dans la capitale se sont retrouvés autour de leur ambassadeur pour célébrer cette journée historique. Erika Bamba. Autour de leur ambassadeur, ces centaines de ressortissants ougandais vivant à Kinshasa ont célébré avec faste le 63e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Une journée historique pour l'Ouganda. Un événement auquel ont également pris part d'autres diplomates en poste à Kinshasa et quelques officiels congolais venus partager la joie de ces Ougandais au cours de cette fête nationale et témoigner de leur amitié. Devant ces grands publics, l'ambassadeur ougandais en RDC, Kalissa Farid, a mis en avant les bonnes relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda, qui partagent depuis toujours des intérêts économiques communs et les efforts de coopération multiformes. 63 ans d'indépendance nous permettent justement de faire des efforts pour pouvoir renforcer nos liens et surtout notre développement pour soutenir l'unité dans la diversité. Nous ne tenons ici pas comme des individus, nous serons comme un peuple qui partage une même destinée. Construire ensemble un progrès socio-économique. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a mis en lumière l'excellente collaboration militaire entre les FARDC et l'UPDF pour stabiliser la partie est de la RDC. Sous le leadership du président Adolphe Tshisekedi Tshilombo, la coopération militaire entre les pays est effective. Les FARDC et l'UPDF sont engagés sur un terrain commun pour lutter contre le terrorisme
en territoire de Beni. À cette occasion, je voudrais vraiment féliciter la République de l'Ouganda pour la coopération positive. Des moments de discours qui ont juste après laissé place à la culture avec la projection des richesses de l'Ouganda, suivi de la remise symbolique des prix à l'ambassadeur ougandais et aux représentants congolais. C'est là ainsi une collaboration tournée vers le renforcement de relations bilatérales. Laurent Batumona vient de s'entretenir avec le gouverneur de la province du Kwilu en prélude de la 13e conférence des gouverneurs qui se tiendra au mois de décembre prochain dans cette province. Le détail avec Renette Koulonga. C'est dans le cadre de préparatifs de la 13e session de la conférence du gouverneur des provinces prévue en décembre 2025 dans la province du Kwilu que le gouverneur Philippe Akamituna a été reçu par le patriarche Laurent Batumona Kandkam. Accompagné de son ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le gouverneur est venu échanger avec cette haute personnalité politique de sa province afin de recueillir des orientations stratégiques à la veille de ces rendez-vous républicains de grandes envergures. Le patriarche Laurent Batumona Kandkam, président du regroupement politique d'alliance des acteurs attachés au peuple, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, l'unique haut représentant du Kwilu au présidium de l'Union sacrée de la nation, a salué l'initiative et encouragé le gouverneur à faire de cette conférence un véritable cadre de redynamisation du développement provincial. J'ai eu l'idée d'approcher un des notables de notre province à la personne de Laurent Batumona pour réfléchir sur l'organisation de cette conférence. Et j'ai été flatté, une oreille attentive. Juste après l'entretien avec le gouverneur du Kwilu, l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona Kandkam a présidé la matinée avec l'interfédéral de Lukunga, Jean-Pierre Mwanda Lutete, sur la politique de l'heure. Le chef est venu pour nous donner de l'éclaircissement sur la question politique de l'heure, celle de la candidature au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que la position de notre autorité morale, c'est le soutien au chef de l'État. Le MCC range derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions idoines. Et à l'autorité de l'aviation civile, l'heure est aux échanges fructueux entre le banc syndical et l'employeur sur la convention collective. Jean-Pierre Nolodemazo. L'ouverture officielle des travaux est intervenue le lundi 27 octobre à Kinshasa, ceci sous la présidence de Madame Natacha Emmanuela Bolombo, directeur général adjoint de la CRDC. Dans son mot d'ouverture, Madame Bolombo a rappelé que ces négociations marquent une étape importante dans la consolidation du climat social au sein de cette institution. Elle a également insisté sur la nécessité d'un dialogue sincère, constructif, orienté vers la stabilité sociale, tout en donnant les lignes directrices devant guider l'ensemble des travaux. La convention collective que nous allons négocier ensemble n'est pas un simple document administratif. Elle est l'expression d'un pacte social fondé sur la responsabilité, le respect, le dialogue, la reconnaissance mutuelle et la recherche de l'équilibre entre les impératifs de performance de l'AAC et les aspirations réellement exprimées de ses agents à travers le syndicat que vous êtes. Pour le président de la délégation syndicale de l'ACRDC, le monde congolo, ces discussions sont abordées dans un esprit d'ouverture et de responsabilité. Bâtir ensemble la convention collective, c'est affirmer la volonté commune d'avancer dans un climat de coopération loyale, de respect mutuel et de partenariat équilibré. Ces 5 jours de travaux permettront d'examiner point par point la convention collective afin d'en actualiser le contenu et de l'adapter aux réalités du moment. Débuté le lundi dernier, la formation des inspecteurs techniques sous le thème le contrôle technique de construction organisé par le bureau Veritas Bivac en sigle a été clôturée ce vendredi. L'édité avec Christine Lenzo, Grace Maosso et Guylain Kassou. Cette formation organisée par le bureau Veritas RDC a eu pour objet de former les inspecteurs techniques sur le contrôle qui permettra d'améliorer leur façon de travailler sur le terrain. Aujourd'hui, avec cette formation, nous avons un plus
qu'on n'en avait pas hier dans les contrôles de surveillance des chantiers. David Loutete, ingénieur, formateur et expert, a démontré les aléas de service qui font l'objet de ces contrôles techniques. Les modules ont mis du doigt sur la réglementation. Il faut rendre le contrôle technique de construction obligatoire comme ça se fait dans les autres pays. Dieudonné Lukalou, responsable du département technique, a promis d'organiser ce genre de formation pour la mise à niveau des prestataires. Aux clients, leur transférant les compétences que nous avons dans leur quête d'excellence opérationnelle. Nous avons déjà organisé beaucoup de formations, que ce soit ici à Kinshasa, en province. Nous dotons également l'OCC des équipements de laboratoire. Et donc, c'est vous dire que c'est un partenariat à valeur ajoutée. Le représentant des récipiendaires a loué cette initiative. À la fin de cette formation, des brevets ont été remis aux récipiendaires par le représentant du directeur général de l'OCC. Kinshasa tisse des ponts avec le Canada. Ce jeudi, l'ambassadeur Joska Kabongo a rencontré les plus hautes autorités du Nouveau-Brunswick, province francophone du Canada, pour renforcer la coopération économique, la formation professionnelle et la mobilité des étudiants. L'occasion aussi de valoriser la francophonie et de rapprocher la diaspora congolaise de son pays. Regardez. Au cœur de l'Est canadien, l'ambassadeur Joska Kabongo tisse les liens solides avec les autorités du Nouveau-Brunswick, l'une des provinces les plus francophones du pays. Reçu par les hauts responsables politiques et institutionnels, il a exploré plusieurs pistes de coopération bilatérale, de la formation professionnelle à la mobilité étudiante, en passant par les opportunités économiques et la promotion de la francophonie. Dans une atmosphère empreinte de respect mutuel, l'accent a également été mis sur les particularités du système fédéral canadien, où chaque province dispose des compétences étendue, y compris sur le plan international. Enfin, cette mission a été marquée par une rencontre chaleureuse avec les communautés locales du Nord-Brunswick. Une occasion pour l'ambassadeur Joska Kabongo de saluer l'engagement de la diaspora et de recueillir leurs préoccupations pour mieux les relayer. Et pour finir, ce communiqué, la Régie des ESA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de parties centre et ouest que son usine de traitement d'eau potable de l'Ozone Module 2 sera en arrêt ce samedi 1er novembre 2025 suite aux travaux de raccordement de la nouvelle conduite DN 1400 en fente ductile à la conduite existante DN 650 en acier au niveau du camp Babylone. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes